Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Sam, le psychiatre et les psychédéliques, épisode 2. Combien de fois ils ont dû aller me rechercher dans la forêt parce que je partais errant, je ne savais même pas où j'étais et je marchais et elle courait après moi, enfin notamment un qu'on avait un peu assigné à ma surveillance étant donné mes réactions et qui allait me rechercher, me ramener, il disait écoute fais attention, tu pourrais te perdre. Dans cet épisode, Sam va raconter comment il en est venu à consommer des psychédéliques. Alors c'est assez original car il n'est pas passé par une phase de consommation festive comme c'est souvent le cas. Il a découvert les plantes psychédéliques dans les livres et il a décidé de tenter l'expérience pour prolonger sa démarche psychanalytique et spirituelle. Il commence par la mescaline et les champignons, des psychédéliques assez courants dans le monde occidental, et puis il découvre un petit peu par hasard l'existence de sessions d'ayahuasca aux Pays-Bas. Alors l'ayahuasca, on en a déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas écouté les témoignages de Stelio et de Pano, sachez que c'est une boisson originaire de la forêt amazonienne qui est fabriquée avec au moins 2 plantes de la jungle bien spécifiques et qui provoque des expériences psychédéliques fortes avec un objectif thérapeutique et spirituel. La découverte de cette boisson va changer la vie de Sam et c'est ça qu'il va nous raconter dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je continuais donc ma recherche sur le plan spirituel et j'ai eu beaucoup de lectures où je cherchais un peu à comprendre ces phénomènes et un des auteurs particuliers c'est Michaud. Henri Michaud, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et notamment toute sa partie où il s'intéresse à la mescaline, et où avec son ami psychiatre, dont le nom m'échappe maintenant, mais qui est connu, il a expérimenté, mais vraiment d'une manière presque clinique, en observation, filmé, enregistré, etc. Puis ensuite seul chez lui, il a commencé toute une exploration sous mescaline qu'il a décrite dans plusieurs ouvrages, dont Le Misérable Miracle, etc. Ça m'a beaucoup intéressé parce que ce qu'il décrivait avoisinait avec ma première expérience dont j'ai parlé tantôt. Et donc je me disais, tiens, c'est curieux, donc avec une molécule, il a été capable de trouver des moments comme ça, une peak experience, comme on dit. Et donc, une expérience de pic. Et donc, j'ai lu d'autres auteurs, comme Charles Deutz, qui a été quelqu'un qui a lu Michaud. Je pense qu'ils ont été amis. Et en lisant ces gens, je me suis donc rendu compte de cela. Donc, ma recherche a commencé à m'intéresser tout d'abord aux champignons. Et donc, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai acheté plein d'ouvrages sur les champignons, je me suis intéressé aux champignons, et donc j'ai commencé à cueillir pour manger des bons champignons, des russules et d'autres, des bolets. Et en même temps, je cherchais des psilocybes semilanceata qui poussent sous nos régions. Il faut beaucoup chercher, il faut savoir où on les trouve, donc tout ça demande beaucoup de recherche, de connaissances, et j'ai fini par en trouver. Et donc, de manière assez régulière, à ce moment-là, j'ai commencé des expériences à base de psilocybes semilanceata qui sont très puissants. Ce sont des champis quand même de très bonne qualité au niveau de la psilocine et psilocybine. Et là, j'ai revécu des expériences avoisinant ce que j'avais vécu, mais aussi une extraordinaire impression. J'ai beaucoup fait ça en forêt, seul, en me promenant. Parfois chez moi,
entouré d'ouvrages avec des peintures, avec des masques, un peu comme Michaud faisait d'ailleurs. Il s'entourait de masques, de statues, et puis il se laissait dans le fond comme envoûté par son environnement. J'ai fait ça, mais j'ai aussi fait beaucoup ça en forêt, en marchant dans les Ardennes, et donc en faisant de longues promenades sous psilocybine. Et là, j'ai eu des expériences assez extraordinaires, d'une lucidité extraordinaire. C'était vraiment comme si tout devenait cristallin, comme si je faisais partie de la forêt, comme si le cri d'un oiseau, c'était en moi. Comme si voir un écureuil, c'était en moi, toucher un arbre, c'était comme magique. Et ces expériences m'ont véritablement transformé. Par la suite, j'ai été en Hollande et dans un smart shop, j'ai eu la chance de discuter avec un vendeur qui était là, un jeune, et j'ai vu une photo. Non seulement je lui ai acheté un beau cactus, un San Pedro, et par ailleurs, j'ai vu une photo. Je lui demande qu'est-ce que c'est que cette photo. On voyait comme une sorte de cône. Il m'a dit ça, c'est une photo qui représente ce qu'on appelle une maloca. Et c'est quelqu'un que je connais qui fait des rituels et des séances d'ayahuasca. C'est quoi l'ayahuasca? Elle m'a dit ça, c'est un ensemble de plantes concoctées d'une certaine manière et qui vient d'Amérique du Sud, dans certaines tribus où ils ont développé ça, chacun à leur manière, avec leur rituel à eux. Et eux, ils sont notamment en contact avec un chaman d'Amérique du Sud qui habite en Colombie. Puis j'ai appris par la suite que non seulement ils étaient en contact avec eux, mais ils avaient fait une véritable association. Et cette association récoltait des fonds pour essayer d'acheter des territoires. Ils étaient malheureusement dans une région où il y avait la guerre de la drogue. Donc il y a les cartels qui faisaient pousser de la cocaïne, enfin de la coca, et qui le raffinaient. Et puis en même temps, il y avait la guerre, notamment des Américains avec l'armée colombienne, qui brûlaient ça au lance-flammes et tout. Et les pauvres de cette tribu étaient au milieu. Ils vivaient en paix jusqu'au moment de ces guerres. Et donc, toute cette association a essayé, et a fait ça, a acheté des territoires en montagne et a permis à toute cette peuplade d'aller s'y installer, toute cette tribu. Et donc, ils leur ont été fort redevables, etc. Et du coup, une sorte de lien s'est créé où ce chaman, je peux dire son nom, Caillou Ali, est venu régulièrement en Hollande, et en Belgique aussi d'ailleurs, pour faire des cérémonies ayahuasca, et où toute cette organisation s'occupait de leur séjour, de leur logement, de leur nourriture, et ils faisaient comme ça une sorte de tour entre la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, et puis ils retournaient dans leur pays. Et puis ici, l'organisation faisait une fois par an un petit groupe qui allait en Amérique du Sud, dans la tribu, et participait pendant une semaine au rituel. Je téléphone à cette personne et elle m'invite, elle me dit « Ok, tu peux venir à une session » et c'est comme ça que j'ai commencé ma première cérémonie d'ayahuasca dans une maloca superbe, enfin que j'ai trouvée superbe, qui était dans un bois pas loin de la frontière néerlandaise, en Belgique. Elle était donc semi-enterrée, donc ça se faisait à l'intérieur d'une sorte de monticule.
Il n'y avait que le toit qui sortait, qui était recouvert de branchages. À la limite, on ne le voyait presque pas. Et à l'intérieur, c'était rond. Un vaste espace rond où les gens pouvaient se coucher en cercle. Au milieu, il y avait un grand feu et une grande vasque coupole à l'envers qui était la haute. C'était magique, super, rien que entrer dans ce lieu. Et donc, d'un côté, sur le fond, il y avait les deux chamans, on peut dire. Lui, il ne voulait pas s'appeler chaman parce que pour lui, son chaman, c'était Caillou Ali. Mais il était assistant et maintenant, je suppose qu'il se reconnaît chaman. Je ne suis plus retourné chez lui par la suite, mais je suppose, parce qu'il était très avancé, avec un assistant, Yann, qui l'a toujours assisté, épaulé, qui lui s'occupait surtout de l'organisation. L'autre, plus de sa formation chamanique. Et donc, j'ai fait mes premières expériences, et là, je dois dire que ça a été un choc pour moi. J'étais à ce moment-là en analyse, donc j'avais d'un côté la possibilité d'en parler, d'un autre côté et d'élaborer ce qui se passait dans les sessions, mais je dois dire que ça a été très violent. Je ne sais pas pourquoi chez moi, mais c'était un peu comme si j'avais des plaques de béton. C'est comme ça que je l'ai imagine, enfin, que je le représente d'une manière imaginaire, comme si je devais faire péter des plaques de béton armées qui recouvraient ma psyché. Et donc, j'y allais, hein, mais à fond, quoi. Et donc, j'avais des sessions où, je dois dire, je me souviens quasi de rien, et où j'étais dans une espèce de fébrilité énorme, et où le temps passait à une allure vertigineuse. Je voyais presque comme les stéréoscopes, tu vois, où tu as des images saccadées qui vont très vite. J'étais pris dans un maelstrom comme ça, avec tous les phénomènes qui se passent, purger, vomir, enfin véritablement, un peu comme si j'ai eu besoin pendant bien 1 an, en allant chaque mois, de voir vivre cette même expérience. Comme si je tapais contre un mur pour le casser et passer. Et j'y arrivais pas. Et donc, combien de fois ils ont dû aller me rechercher dans la forêt parce que je partais errant, je ne savais même pas où j'étais. Et je marchais, et elles couraient après moi, enfin, notamment un qu'on avait un peu assigné à ma surveillance, étant donné mes réactions, et qui allait me rechercher, me ramener. Il disait, écoute, fais attention, tu pourrais te perdre, si tu vas plus loin, je suis un peu inattentif, mais rien n'y faisait. C'était comme ça. Des sessions abominables où je suis sorti et où j'ai eu pas le temps de me dévêtir, des états de purge épouvantables. Donc j'étais dans un état, mais le pantalon tout sous une bouine, en plus en automne, plein de forêt. Je ne savais pas où j'étais. Et où pour rentrer, je n'osais pas parce que c'était puant et donc je me suis déshabillé, nettoyé avec des feuilles mortes. C'était dégueulasse. Et puis je rentrais, et puis je ne savais pas où était. Je ne trouvais jamais ma couche. Je ne retrouvais jamais où j'étais, donc je me couchais au milieu, sur le bois du plancher, et je finissais ma nuit comme ça. Et ça a continué comme ça jusqu'au jour où quelque chose s'est passé. Le mur s'est cassé. À suivre dans Substance.